Alors, je viens vous présenter un film qu'on a tourné avec mes pilotes préférés, Olivier et Vincent. Là. Et avec Thomas, on avait pensé tout ce qui serait intéressant de vous présenter la façon dont on travaille dans un avion en cas d'urgence. Hein, on a plusieurs façons de travailler en fonction de l'urgence, bien évidemment. Elle est triée, rangée en fonction de l'immédiateté de l'urgence. Lorsqu'on a des pannes, Ambre par exemple, on a le temps de réagir et de faire une procédure, de la faire en read and do, ce qu'on appelle, hein, voilà, merci Thomas, de la faire donc en lecture-réaction. Quand on a une procédure rouge, c'est-à-dire qui demande des actions rapides, on peut toujours la faire en read and do. Et quand on a des memory items, c'est ce que je vous propose ce qu'on vous propose de vous présenter aujourd'hui, ce sont des procédures qu'on ne peut pas délier. On n'a pas le temps de lire quoi que ce soit, de prendre une doc, de se référer à quoi que ce soit, et il faut les faire de mémoire. C'est pour ça qu'on appelle ces procédures des memory items chez Airbus. Tous les constructeurs travaillent un peu de la même façon. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un film qui va porter sur une descente d'urgence. Alors pourquoi on fait une descente d'urgence? C'est l'altitude de croisière, généralement, c'est entre 10 et 12 km. Notre cabine en croisière est à 2000 mètres, à peu près, entre 2 et 3000 mètres. Et lorsqu'on a une dépressurisation, c'est-à-dire que la cabine va tout d'un coup monter à l'altitude de l'avion, effectivement, on va manquer d'oxygène pour les passagers. Alors, il y a les fameux masques à oxygène qui tombent et qui sont là pour fournir l'oxygène qui va manquer. L'équipage, lui, doit réagir immédiatement et doit faire descendre l'appareil. Le temps de conscience est très très faible à ces altitudes-là, surtout quand c'est une dépressurisation explosive. Alors, je vous rassure, c'est très très rare, évidemment. Alors malheureusement, l'historique voilà, récent, hein, on se souvient tous d'un certain constructeur américain qui a perdu une porte en plein vol. Bon, c'est extrêmement rare, c'est un défaut de maintenance évidemment, c'est quelque chose qui n'arrive quasiment plus. Ils étaient à une altitude tout à fait correcte où l'air était tout à fait respirable encore, donc il n'y a pas eu d'urgence. Là, par contre, pour vous remettre dans le contexte, on est au-dessus des Pyrénées, on vient de survoler Barcelone, on est en Airbus 380, c'est un quadrimoteur. On a Perpignan sur la droite, on est au niveau 350, c'est-à-dire 35 000 pieds, 12 km d'altitude. Et on fait route vers le nord-ouest, cap 310 à peu près, 300, 310. Et il va se passer des petits événements que voilà, Olivier et Vincent ont parfaitement, et je tiens à le souligner, parfaitement géré. Ça va bien, ça va ouais. Impeccable, merci. Bienvenue pour cette séance aujourd'hui de simulateur 380. On va se concentrer sur l'emergency descent. Alors pourquoi faire une emergency descent? Effectivement, c'est quand on a perdu la pressurisation de la machine et qu'il nous faut descendre au plus vite. Le temps de conscience des pilotes au niveau où on vole, c'est-à-dire en pied, c'est 35 000 pieds à peu près, c'est-à-dire une dizaine, 10-12 km d'altitude. Hein, le temps de conscience est très faible, hein, quelques secondes sans oxygène. Donc là, il faut réagir très rapidement et c'est pour ça qu'on a installé ces memory items. Ces memory items, ils sont utilisés en cas d'urgence. Effectivement, ils sont tous basés sur le même principe, c'est-à-dire qu'on les appelle avec un call-out. Ce sont des actions qu'on doit mener immédiatement, de mémoire, hein, sans suivre de checklist. Et une fois qu'on a appelé ce call-out, chacun des pilotes, les deux, hein, le PF et le PM, ont une répartition des tâches très précise. Les memory items concernant l'emergency descent,
Tout d'abord, l'EPF va annoncer ce fameux call-out Emergency Descent. La suite, les deux pilotes s'équipent du crew oxygène masque, c'est-à-dire on va enlever le casque audio dans un premier temps, on va s'équiper d'une main. Donc là, on rentre dans les détails de la procédure. Avec l'oxygène masque. On remettra le casque audio et on établira. On est en salle de la briefing. Entre les deux. Et ensuite, le PM ça me fait peur déjà. Mettra les deux signs sur on, c'est-à-dire c'est un signe pour la cabine, les hôtesses derrière et les stewards, de s'asseoir immédiatement où ils sont et de s'équiper, eux aussi de se protéger. Deuxième flow qui va nous permettre de mettre l'avion en descente, qu'il faut faire de façon très rapide. On va s'attacher donc. Alors là, je leur décris les actions à mener pour mettre l'avion en descente. Alors c'est un peu peut-être sibyllin pour vous, mais c'est ce qu'on fait tous les jours quand on entraîne les pilotes. Couler l'altitude pour mettre l'avion en descente, d'accord. Donc on va tirer sur le switch. Le heading, c'est-à-dire le cap, de la même façon, on va tourner et pouler, d'accord. Et la vitesse, on va la fixer, on va la pouler, d'accord. Donc j'assiste là-dessus, turn pull pour l'altitude, turn pull pour le heading et pull pour la vitesse. Passé cela, l'EPF va lire son flight mode annunciator pour voir que l'avion est bien en descente. Donc c'est thrust idle, open descent, heading. On annonce ce que l'avion fait et le pilote monitoring cross-check. Voilà, toujours action, contrôle. Et augmenter son taux de descente. On y reviendra dessus. Voilà. Le PM, ici, voilà, les seatbelts sur on et le no smoking sur on aussi, pour signaler derrière qu'on va débuter une emergency descent. D'accord. On l'a vu, turn, pull, pull. Ok. On vient ici, on lit le FMA, thrust idle, open descent, heading, cross-checké par le PM. Ok. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on étend les speed breaks. Ce que je fais là, je renforce l'entraînement en insistant sur tous les pièges qu'on peut rencontrer lors de cette procédure. De ce fameux modèle qui est le TEM. Avec l'expérience qu'on a en vol, l'instructeur, on parle de tous les pièges qu'on peut rencontrer. L'expérience a parlé de tous les pièges qu'il peut y avoir dans un avion, dans un cockpit. Donc le deuxième flow où je vous disais qu'il faut turn and pull et pull. Derrière chaque bouton, il y a un piège. Le premier ici, c'est, vous voyez, l'altitude. On a un petit bouton qui est sur l'échelle. On a une échelle en centaines de pieds et une autre échelle en milliers de pieds. Évidemment, quand vous allez tourner et pouler, pensez à vous mettre sur l'échelle 1000 pieds, d'accord, pour pouvoir descendre de façon bien plus efficace, d'accord. Le deuxième piège ici, c'est le heading. Effectivement, si on tourne toujours de la gauche pour descendre vers la gauche pour descendre à l'altitude, on aura plutôt tendance à vouloir tourner vers la gauche avec le heading. Attention, on va descendre en fonction aussi de notre navigation display, c'est-à-dire en fonction des montagnes qu'il y a dessous, du relief. Donc ce ne sera pas forcément, quand vous allez turn and pull sur ce bouton, ce ne sera pas forcément vers la gauche que vous allez quitter votre airway. D'accord ? Et la vitesse, on va la tirer là et on en parlera un peu plus en détail dans le simulateur. Donc ça, c'est un simulateur de vol, un full flight simulator, comme on appelle, qui est sur vérin hydraulique, qui sert à former les pilotes et qui peuvent sortir en zéro flight time, c'est-à-dire dès qu'ils sortent de là-dedans, on peut les faire voler directement avec des passagers. Comment tellement ça coûte ? Le réalisme Ça coûte combien ? Le tiers du prix d'un avion neuf. Ça. Ouais. Ça coûte un avion neuf, c'est 150 millions d'euros ? À peu près, sur catalogue. Le tiers du prix d'un avion neuf. On peut faire des efforts chez Airbus. Je vous laisse calculer. Voilà, le simulateur monte, il se met en position. Donc pour évidemment accroître le réalisme. Simuler toutes les accélérations, que ce soit verticales, latérales. Et là, je Messieurs, je suis en train de régler les masses et le centrage de l'appareil. Donc nous initialiser au niveau 350 où nous démarrerons la procédure d'emergency descent.
début de la décompression. Donc Vincent là est pilote en fonction. Cab press, excess cab altitude. Emergency descent. Ok. Donc on s'équipe, on se protège. Do you read me? Do you read me? Et on communique. Okay. Donc la fameuse procédure pour mettre l'avion en descente. Start idle. Open descent. Heading. On confirme bien ce que fait l'appareil. Et on sort les aérofreins. Mayday, Mayday, Mayday. Axo 2024. Axo 2024, Mayday, that's the piece, sir. Descent flight level 100, right turn heading 340, on evac 1 reaching. Donc voilà, il paraît rien, mais ils ont réussi à le faire quand même très rapidement, au bout de la deuxième, troisième fois. On peut les applaudir, effectivement, on peut les applaudir. Il aura fallu combien d'essais pour réussir? 2 fois. Deux fois, Ouais, deux fois. ouais, très honnêtement. Non, non, ils sont excellents. Ils sont très, très bons. On est sous pilote automatique, hein, évidemment, mais il faut mettre l'avion en descente en suivant cette procédure. Alors, la première partie est un peu longue, effectivement, mais on voulait la mettre pour vous montrer la façon dont on prépare la simulation. Hein. Il y a d'abord une présentation théorique au départ, hein, on revient dans le contexte et on applique, la connaissance, on révise la connaissance. Et puis après, un peu plus en détail, en fonction du TEM, je ne sais pas si vous avez pu le voir, c'était très rapide dans le film. Le TEM, c'est le Threat and Error Management, donc un modèle de management de l'erreur et de la menace. On revient en détail sur tout ce qui peut foirer dans la mise en descente de l'appareil. Voilà. Alors ça peut être parfois, même s'il y a eu moult réflexions là-dessus, mais ça peut être parfois sur le design du switch. Hein, je vous l'ai montré tout à l'heure, entre centaines de pieds et 1000 pieds, hein, où on peut mettre l'avion en descente, mais que sur quelques centaines de pieds, ce qui fait qu'il va de suite se remettre en palier. Donc les éveiller à ça en fonction de l'expérience de l'instructeur. Pareil pour le cap à suivre, hein, vous l'avez vu, on était sur les Pyrénées, c'est pour ça que je vous ai dit où on était tout à l'heure. On était vertical sur les Pyrénées, évidemment on ne fait pas une descente d'urgence, hein, sur un relief aussi haut, hein. On descend, on essaye de se sortir du relief avant de descendre. Voilà, donc ces memory items sont faits avec un call-out, on les appelle, par une annonce, Emergency Descent, ou ça peut être autre chose, oui, pardon. Alors, si on fait le parallèle avec le code rouge de la maternité, parce que le code rouge de la maternité, c'est un peu ça, on fait un call-out, comme tu dis, c'est-à-dire on dit code rouge, et après les gens doivent appliquer une procédure, chacun a une tâche. C'est exactement ça, en fait, tu synchronises pilote et copilote sur une tâche qu'ils doivent faire, et tant que c'est pas, vous le répétez. Exactement. Et on s'entraîne jusqu'à ce que ce soit parfait. En rugby, on avait l'habitude de dire on s'entraîne, on joue comme on s'entraîne. Bah, c'est un peu pareil dans l'aviation, hein. On s'entraîne et on répète nos gammes dans le simulateur pour le jour
qu'on le souhaite qu'il n'arrive jamais, évidemment, ce jour-là, pour être au point si cela arrive dans l'avion. Hein. On va avoir un effet de sidération, ce fameux effet de tunnel et puis l'effet de sidération qui peut nous bloquer. Donc plus on va s'entraîner, plus on ne va pas l'éviter, c'est impossible d'éviter cet effet de sidération, hein, mais on va le réduire au maximum. On va le réduire au maximum. On va essayer de le réduire au maximum parce que notre cerveau va faire qu'on va se rattacher à une procédure, à quelque chose qu'on connaît, et on va retomber sur nos pattes plus rapidement, si j'ose dire, lors d'une descente d'urgence, en se rattachant à une procédure. Désolée, hein, comme c'est interactif, je me permets. Il y a quelque chose d'intéressant qui m'a beaucoup intéressé dans ce que vous avez dit, c'est que vous avez une sorte de listing des choses qui peuvent foirer. Ouais. Mais vous l'avez réellement, c'est-à-dire que dans votre métier d'instructeur, vous avez finalement la liste des erreurs fréquentes. Alors, parce que ça, c'est hyper intéressant pour nous dans nos pratiques de connaître la liste des erreurs fréquentes. Voilà, merci de poser cette question. C'est ce que je suis en train de proposer à ma direction, c'est-à-dire de faire un bouquin justement là-dessus. Alors, c'est généralement lié à l'expérience de l'instructeur. Hein. On essaye de centraliser tout ça. Et alors, on l'a plus ou moins déjà dans un bouquin qu'on appelle le FCTM, qui est le Flight Crew Training Manuel, où on a plutôt tendance à parler des us et coutumes de la profession et des bonnes manières de traiter quelque chose. Or, on est rapidement, nous, arrêtés par le côté législatif. Hein. On ne peut pas écrire des choses qui pourraient nous desservir par la suite lors d'un crash. Donc ça reste dans le noyau de l'instruction. Voilà, et ce qui est intéressant, Frédéric, c'est que en fait, tu as une procédure, on va dire comme un code rouge pour nous, et donc tout le monde sait ce qu'il doit faire dans la procédure, mais quand même, dans cette procédure, vous faites les menaces et les erreurs, c'est-à-dire attention, on va appliquer une procédure dans un contexte particulier. C'est pas pareil s'il est 3 h du matin que s'il est 10 h du matin. C'est pas pareil si on est en effectif réduit que si c'est pas pareil si on est au-dessus du rail ou si on est au-dessus des Pyrénées. Exactement. Et donc en fait, ça c'est hyper intéressant. Même si on a une procédure qui finalement semble hyper cadrée, comme un code rouge par exemple en matière, eh ben, il faut quand même faire l'effort de dire attention, on va peut-être faire des erreurs ou des conneries et comment on va les gérer. Je pense que ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et effectivement, et puis on est entraîné, et puis de toute façon, c'est un peu dans notre ADN la formation. On l'a compris donc depuis le fameux crash en 77. C'est là où est né le CRM chez nous. Il y a eu l'ère du facteur humain qui est arrivé en 77 avec le fameux crash des 2 Boeing 747 où on a dit bon voilà, on va arrêter de se regarder le nombril et dire qu'on est une machine totalement imparfaite, hein, que l'être humain est une machine totalement imparfaite et qu'il faut mettre en place voilà, des procédures, des cross-checks, du monitoring, des choses comme ça, et travailler sur soi pour être le plus efficace possible, hein, effectivement. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Des choses, des remarques? Vincent, tu as senti comment cette expérience? Tu l'as montré à ton fils? Pas encore. J'attendais de vous montrer à vous, là, de voir l'accueil que ça avait, mais j'allais montrer des petites photos juste. Ce qui était passionnant pour faire le parallèle avec notre activité et notre formation à nous, c'est que on se met dans leur roue et on tire beaucoup d'infos de leur culture à eux pour la simulation et pour notre formation. Alors évidemment, ils ont des moyens qui ne sont pas les mêmes, mais ils ont dans la culture de la simulation des choses importantes qui ressortent, qui sont qu'il faut absolument qu'on s'empare des aides qu'on a à notre disposition, qui sont nos aides cognitives et toutes les techniques d'aide qu'on a à l'urgence. Il faut les avoir bossées, se les approprier un petit peu pour pouvoir les ressortir au bon moment le jour de l'urgence, parce que si on ne les a pas lus avant, ça marche beaucoup moins bien. Ça s'improvise pas, c'est clair. Ouais, ça s'improvise pas, parce que là, il m'a donné 3 memory items et finalement un touriste un peu posé en A380. Et alors, on arrive à le faire. C'est pas tout à fait ça, mais enfin, je grossis le. C'est intéressant parce que là, finalement, vous avez des items de mémoire, en fait, ces trucs que chaque. Donc la routine, en fait, en gros, hein, en gros, vous avez des procédures routinières. Puis après, il y a les aides cognitives dont parle Vincent. Donc, comment tu vois les choses, comment vous voyez les choses
dans quel cas vous utilisez, pourquoi dans ce cas-là, il faut faire appel à quelque chose qui est vraiment automatique et qui ne nécessite même pas une checklist, parce qu'elle est tellement... Et dans quel cas vous utilisez une checklist? Dans quel cas vous avez Alors nous, c'est très codifié. Hein. On en a 7 ou 8 memory items, comme ça, appliqués. Hein. La descente d'urgence en est un. On a ce qu'on appelle le... Est-ce que tu n'as pas le temps, en fait? On n'a pas le temps, voilà, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de se référer à un document et de le lire. On n'a plus le temps. Là, il faut agir immédiatement. Hein. C'est comme dans une remise de gaz, c'est comme lorsqu'on a un cisaillement de vent, ce qu'on appelle en anglais un wind shear. Hein. Il faut réagir immédiatement. On n'a pas le temps de se référer à quoi que ce soit. Et donc, voilà, on a ces procédures qui sont bien établies. Et à chaque séance de simulateur, on s'y entraîne. Mais effectivement, nous, on passe 3 fois par an au simulateur. Hein, on remet sa licence en jeu à chaque fois et on s'entraîne à faire ça tous les ans. Voilà, donc c'est relativement commun pour nous de nous entraîner comme ça. Et alors les checklists, tu les places comment? Par exemple, tu pourrais dire que là, c'est quand tu as un peu plus le temps, mais tu sais que tu vas oublier des choses. Voilà. Il y a plusieurs procédures. Quand on fait des actions normales, le décollage, la montée, la croisière, et qu'il ne se passe rien d'anormal, on fait ces procédures par cœur. On les fait par cœur. Et à chaque fin de phase, on a une checklist à lire pour voir si on n'a rien oublié. Voilà. Par exemple, là, qui a une checklist après l'intubation? Ouais, 2, 3. Ouais. Alors, 4. T'intubes souvent, toi, au bloc, toi? Non, jamais. Excuse-moi, c'était facile, excuse-moi. Et en fait, alors que c'est un truc qu'on fait tous les jours, vous arrivez à un truc, vous faites une checklist, quoi. Quelque chose de très intéressant pour aller dans ton sens, Thomas. On a une checklist atterrissage, c'est un item. Un item. Il n'y a qu'une chose dans la checklist atterrissage, c'est le landing memo. Est-ce qu'il est vert ou est-ce qu'il n'est pas vert? Eh bien, on est tenu de la faire, parce qu'on s'est aperçu que si on ne fait pas ça, un item, mais il arrive des fois où on l'oublie. Voilà. Et pourtant, on la connaît tous par cœur. Évidemment, celle-là, elle n'est pas compliquée, il n'y en a qu'un item. Eh bien, on l'a fait quand même, on la lit, on est obligé de la lire. Votre checklist, pour vous, c'est plutôt, voilà, je dois faire ça, c'est plutôt... Voilà. Et dans les aides cognitives que vous avez, quand est-ce que vous utilisez par rapport aux memory items dont tu nous as parlé là, sur comment... Alors ici, là, on l'a vu, on n'a pas le temps de réfléchir ou de se référer à un document. L'urgence est telle qu'il faut agir de suite. Donc par ce call-out, on crée un task sharing, une répartition des tâches immédiates. On sait chacun ce qu'on a à faire avec la temporalité indispensable, c'est-à-dire que on va lire vous avez vu Trust Idle, Open Descent, Heading, on va le lire et juste après on va sortir les speed breaks, on ne va pas faire à l'inverse. C'est extrêmement important cette temporalité. Ensuite on a des checklists, des procédures rouges comme le feu moteur, mais il n'y a pas une urgence immédiate, le moteur ne va pas exploser immédiatement, on a le temps de réduire et de se référer à un document. Alors généralement, sur les avions modernes, ce sont des checklists qui montent sur un écran électronique. Voilà, donc on les fait au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Et puis après, on a des checklists Ambre qui, celles-là, nous laissent un peu plus de temps de réflexion, etc. À chaque fois, après chaque panne, on fait un FORDEC. Là, je ne vous l'ai pas montré, on n'a pas parlé, qui est le modèle d'aide de prise à la décision. FORDEC, on adore les acronymes dans l'aéronautique. Qui veut dire les faits, les options qu'on a, les risques, la décision, l'exécution et le contrôle. FORDEC, voilà, et qui nous aide. Et beaucoup de compagnies aériennes, Air France, Corsair, etc., le font, le verbalisent directement dans le poste et disent on va faire le FORDEC, on a eu telle panne, on a eu tel truc, et on fait un FORDEC qui nous aide à prendre la décision. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup.